Alors, commençons honneur aux dames. Donc, Chiaki Miyamoto, vous êtes né à Osaka, au Japon. Vous êtes diplômé de l'école professionnelle de communication visuelle d'Osaka. Après une première expérience de graphiste, vous vous êtes installé ensuite en France en 2000 pour concrétiser une grande passion. Vous avez cette passion, c'est de devenir illustratiste de livres jeunesse. Vous rejoignez alors l'école Émile Cohl à Lyon et décrochez votre diplôme en 2003. Depuis, vous publiez régulièrement des ouvrages pour enfants aux éditions Gallimard Jeunesse, mais également Milan Jeunesse, ainsi que des éditions Lito. Vous travaillez aussi pour la presse. Et actuellement, donc, vous vivez et travaillez à Arles et vous êtes souvent sollicité pour des animations dans les écoles, bibliothèques et divers salons du livre. En 2019, vous êtes accueilli en résidence d'artistes à Tours par l'association Livre Passerelle. Alors, Éric Roland, vous travaillez et vous vivez également à Arles, donc j'ai deux Arlésiens autour de moi. Vos créations sont multiples. Tour à tour, artiste, concepteur lumière, auteur, illustrateur de livres jeunesse. Vous croisez les disciplines artistiques, peinture, sculpture, écriture, création lumière. Mais malgré la diversité de vos engagements, ce sont toujours les mêmes principes qui dirigent vos recherches. Le minimum d'effets pour le maximum de sens. Qu'elle soit réelle, figurée ou symbolique, la lumière est également un élément récurrent dans vos créations. Il est à signaler que votre travail artistique est présenté dans des lieux très divers, tels que les galeries, mais aussi les salons du livre, les bibliothèques, et certaines de vos œuvres ont été acquises par des musées ou encore des artothèques. Dans le domaine de la création lumière, vous réalisez des mises en lumière de certains monuments du patrimoine, d'édifices classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et aussi d'expositions temporaires dans les musées, les galeries, par exemple la Fondation Vincent van Gogh à Arles. On y revient. Dans le domaine de la littérature jeunesse, sous le nom de Bella Gamba, vous êtes l'auteur et l'illustrateur de plus de 30 ouvrages publiés dans différentes maisons d'édition. Et vos ouvrages sont traduits en italien, occitan, catalan, arabe ou encore japonais. Alors, tout d'abord, pour une première série de questions, je vois que ce soit des questions communes, vous pouvez répondre l'une, voilà. À quel âge, par exemple, à quel âge vous avez commencé, par exemple, le dessin, la peinture? Quel a été le déclic? Chiaki, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Depuis quel âge? En fait, quand... Ça va bien. Voilà. De mon mémoire, déjà quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner, surtout des dessins. J'aimais beaucoup de voir des films d'animation, comme tous les enfants japonais peut-être. Et donc, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, j'ai dessiné beaucoup de... Commencé de dessiner des personnages plutôt. Moi, Vous m'entendez? Ah oui. D'accord. Moi, j'ai commencé assez tard, je crois autour de 22 ans. J'ai commencé à faire des petites aquarelles, l'envie de reproduire un coucher de soleil que j'avais vu sur la route entre Arles et Fos-sur-Mer. Et puis, j'ai continué comme ça à faire des petites aquarelles pendant des années, jusqu'à la naissance de ma fille, pour laquelle j'ai fait mon premier livre pour enfants. Et donc, comme l'a dit Stéphane Gaulier, en parallèle, j'ai toujours pratiqué mon travail premier, qui était la création lumière. Et donc, la peinture est arrivée par la suite, puisque de l'aquarelle, il n'était pas très difficile de passer aux autres techniques. Mais j'ai commencé assez tard, parce qu'enfant, je suis d'origine d'une famille modeste, il n'y avait pas vraiment le souci de la culture en premier. C'était plutôt manger d'abord, et après on verra. Justement, question alors à Chiaki, est-ce que vous étiez dans un milieu artistique, familial? Non, pas du tout. En fait, mon père, il était banquier
Donc, je cherche quelqu'un. Il y a personne qui travaille pour le domaine artistique, mais par contre, ma grand-mère, elle était très douée de dessiner. Et aussi mon père, donc son fils aussi, il dessinait très bien. Et je pense que quelque chose qui vient plutôt de ma grand-mère, on lui dit. Mais par contre, sinon, il n'y a pas de quelqu'un d'artiste de dessin, non. Alors, pourquoi plutôt cette forme d'art, c'est-à-dire le dessin, la peinture, qu'une autre forme qui aurait pu être, je sais pas, la musique ou d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a appelé très vite et c'était ça, pas autre chose? Chez qui? Pourquoi Pourquoi le dessin? Pourquoi le dessin? Alors, c'est quelque chose de déjà imaginaire. Pourquoi le dessin? Et j'aimais bien dessiner des animaux. Pour moi, c'était évident que je m'exprime quelque chose que j'aime beaucoup sur un papier. D'accord. Et vous avez d'autres, comment dire, d'autres formes, d'autres passions artistiques? D'autres formes d'artistique, à part le dessin, non, pas spécialement. Mais si tu pratiques le flamenco. Bah voilà. Bah oui. Et la guitare. Artistique, un tout petit peu de musique comme ça. D'accord. Et Eric? Moi, je crois que c'est parce que c'est un outil facile d'accès en premier niveau, quoi. Donc, avoir une feuille de papier, comme disait Chiaki, des crayons ou une boîte d'aquarelle, c'est très accessible. Et peut-être qu'inconsciemment aussi, bon, ça va être un lieu commun, mais il y avait la référence à Van Gogh. Je suis né à Arles, j'y vis depuis ma naissance. Et dans les classes, on a toujours eu des reproductions des tournesols, de l'Arlésienne, donc peut-être qu'inconsciemment, ça a été aussi un déclencheur. Mais voilà, je pense la raison pour laquelle j'ai voulu dessiner, peindre, mais totalement en autodidacte. Puisque moi, j'ai fait uniquement un bac de physique-chimie. Mais c'est aussi une mixture, hein, ça me sert beaucoup de connaître la constitution des choses. Je sais que c'est toujours présent, quoi. Le mélange des couleurs, les textures, les matières, c'est d'en connaître donc l'essence, ça a son sens. Alors, on parlait là des références, un peu des influences. Chez qui a parlé par exemple des mangas? C'est quelque chose qui a été important pour vous? Pour moi, oui, manga, déjà quand j'étais au collège, j'ai commencé à dessiner des planches de manga et envoyer aux éditeurs, un peu comme pour le concours. Donc voilà, et j'ai voulu devenir manga dessinatrice à l'époque. Donc c'était quelque chose de très présent pour moi, les mangas. Moi, ben, je vais me répéter, peut-être Van Gogh. L'influence de Van Gogh est forte à Arles. Inévitablement, quoi. Mais bon, lorsque j'ai commencé vraiment la peinture, c'était plutôt Kandinsky, les expressionnistes abstraits. J'ai fait partie d'un groupe de quatre peintres qui m'ont beaucoup appris. Moi, j'étais le d'Artagnan de la troupe, puisque arrivé le dernier, le plus jeune, et les trois autres avaient fait des études universitaires, les beaux-arts ou autres. Et donc, je suis arrivé comme ça avec mon bagage vide et j'ai beaucoup appris avec ces personnes-là aussi. Le fait d'être autodidacte, c'est quelque chose qui est pénalisant ou au contraire quelque chose qui peut apporter? Je ne sais rien puisque je ne connais pas l'autre aspect universitaire. Donc, non, oui, d'être autodidacte, ça n'a jamais été un frein. Bon, ça peut l'être pour certains. Moi, c'est pas ma préoccupation. Question peut-être plus personnelle, mais combien de temps chaque jour vous passez à dessiner ou à peindre? Chaque jour, je ne peux pas compter comme ça, ça dépend de...
Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, vraiment, ouais. Donc, il y a des moments où vraiment vous pouvez passer la journée entière à dessiner. Oui, une fois, quand je me plonge dans mon univers, je dessine longtemps, même j'oubliais de manger, même voilà, jusqu'à minuit, même 1h, 2h du matin. Plonger complètement dans votre univers. Voilà, une fois qu'on s'est parti comme ça, oui, j'oublie tout du reste. Et vous pensez que vous travaillez mieux à ce moment-là, quand vous êtes dans votre univers? En ce moment, c'est-à-dire C'est-à-dire quand vous êtes pendant une journée totalement absorbé, vous pensez que votre travail est peut-être meilleur que quand vous faites plus ordinairement, sur quelques heures? Est-ce que c'est profitable de faire sur un long terme? Oui, je pense une fois, oui. Ouais. Moi, je dirais la même chose que Chiaki. D'accord. C'est pas. Il y a eu une période où effectivement je m'imposais un travail quotidien à partir des primaires de la peinture. Donc ce que j'utilise toujours, ma palette, c'est uniquement le bleu, jaune, rouge et bleu, jaune et rouge, les trois primaires, le blanc, le noir. Il y a eu une période comme ça où je m'imposais donc des exercices quotidiens. Et puis aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, ben, ça sort quand ça sort, on va dire. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être jour et nuit, pas toute la nuit quand même, où les choses arrivent. C'est le moment où l'idée est là et où elle a besoin d'être posée. Voilà. Mais bon, je ne vais pas dire que j'ai une pratique quotidienne du dessin, puisqu'en plus je fais d'autres travaux de création. Alors, peut-être des questions plus sur l'esthétisme, en tout cas sur le processus de création, mais que je vais d'abord poser à Chiaki. Donc ici, dans cette exposition, vous présentez les illustrations d'un album qui est intitulé « Le mariage de Renard », qui est publié chez Gallimard Jeunesse, qui vient d'ailleurs de sortir, hein, puisque, voilà, vous pouvez montrer, c'est sorti, je crois, le 28 octobre. Donc c'est vraiment tout frais. Donc c'est une histoire un peu au pays des légendes, un conte au pays aussi du soleil levant. Alors le thème de l'imaginaire semble prendre une très grande place dans le processus de création, dans votre processus de création. Qu'est-ce que représente pour vous l'imaginaire? Qu'est-ce que ça représente l'imaginaire? C'est difficile. Qu'est-ce que ça représente l'imaginaire? Ou qu'est-ce que pour vous l'imaginaire peut traduire? Qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à l'imaginaire que vous ne pourrez pas faire autrement? Pardon, c'est-à-dire l'imaginaire, donc l'imagination. Voilà, l'imagination. Ouais. Voilà, l'imagination. Vous vous appuyez beaucoup sur l'imagination dans le livre. Ouais. Et donc, qu'est-ce que pour vous l'imagination? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Déjà, c'est pour exprimer mon univers en dessin et qui est accessible aux enfants parce que je fais le livre jeunesse. Et il faut que c'est pour les enfants, mais il faut que je prenne le plaisir pour moi aussi. Et après, l'imaginaire, c'est un peu comme fantaisie. Voilà, c'est totalement quelque chose, un peu comme un rêve. Voilà. Comme les contes, comme voilà. Les légendes. Ben. Voilà. Dans un précédent ouvrage, L'abeille et le panda, vous faites dialoguer, vous faites rencontrer une abeille, un panda, avec d'autres animaux qui sont en voie de disparition. Je voulais vous poser la question, êtes-vous particulièrement sensible à cette cause environnementale? Est-ce que vous avez un engagement particulier autour de la conservation de la biodiversité ou la lutte contre la disparition d'espèces animales? En fait, ce livre-là, c'était une proposition d'Éric. Et il m'a fait un dessin de bambou et il m'a dit voilà, je peux faire après ce que j'ai envie de faire.
Et c'est un peu comme stéréotype, mais j'ai pensé tout de suite à un animal, le panda, parce que panda, il mange des bambous. Et en cherchant des photos de panda, j'ai appris que le panda, il est sur la voie de disparition. Et moi, je suis un peu sensible des animaux. Et aussi, j'ai découvert des autres animaux qui sont en danger aussi sur la voie de disparition. Et j'ai envie de un peu présenter ces animaux dans ce livre. C'est une forme d'engagement aussi par rapport à votre art sur cette cause-là. Oui, mais principalement c'est le panda et l'abeille qui se rencontrent. Et après, voilà, j'ai ajouté les autres animaux. J'ai un peu cherché la liste. Alors, on le voit, l'esprit de la peinture japonaise est évidemment très présente dans vos illustrations, mais également les symboles, le bestiaire, parce qu'on voit beaucoup d'animaux défiler. La symbolique, c'est quelque chose qui est très présent, prégnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce bestiaire animalier, qui est peut-être propre au Japon d'ailleurs? Dans les animaux, oui, il y a beaucoup des animaux qui sont présentés dans les contes, notamment, moi, je dirais le renard et aussi tanuki. Tanuki, c'est ici, on peut dire comme le blaireau. Blaireau. Et aussi, il y a des autres, le singe aussi. La grue aussi. Ah, la grue aussi, la grue oui. Qui est souvent oui, distribué au Japon. C'est un petit cadeau que les Japonais en origami offrent un peu de partout. La grue, c'est très important. C'est vrai, ouais. Il y a certains animaux qui sont très présentés. C'est quelque chose qui était aussi très présent dans votre enfance? Aussi, oui. Parce que j'ai lu beaucoup de contes quand j'étais petite et c'était souvent ces animaux-là qui étaient dans des histoires. Comment, alors on a un peu évoqué votre travail, mais comment finalement vous travaillez au quotidien? Comment ça se passe? Alors moi, pour le livre, en général, c'est l'éditeur qui me propose le texte à illustrer. Moi, je fais principalement que le dessin. Et donc après, d'après le texte, d'abord, je compte le nombre d'images à faire. Et après, je fais le croquis. Je cherche je détermine le matériel que j'utilise. Soit, en fait, chaque livre, je change un peu la technique, soit avec le logiciel de Photoshop. Sinon, après, un peu le travail manuel, comme j'utilise le papier, l'encre. Sinon, ce que j'aime beaucoup à faire, c'est de gravure, notamment linogravure. Donc, voilà, selon de inspiration, je change de technique et voilà, je travaille comme ça. Merci Chiaki. Il y aura évidemment des questions après, on passera le micro au public. Mais, avant, je vais aussi poser quelques questions à Eric. Alors, vous présentez une collection de peintures intitulée Nomade, qui donne d'ailleurs le titre au pluriel de l'exposition collective. Et dans cette série de peintures figure, en fil conducteur, je dirais, un personnage au milieu d'un paysage flouté, où les matières opulentes, notamment la présence appuyée de l'or, dessinent une sorte d'opacité. Ce personnage qu'on voit est tantôt s'enfonce dans ce paysage, tantôt aussi détache, mais il y a toujours aussi la présence d'un point de lumière qui est un peu plus intense, qui semble parfois montrer un passage. Alors l'œuvre paraît évidemment très introspective, solitude, regard sur soi, je ne sais pas. Sommes-nous nomades dans cet espace si informe où tout semble sans aspérité, sans retenue? Aspirés par cette lumière, sommes-nous aussi nomades parce que jamais nous ne pourrons capter cette lumière? Alors, dans votre série Nomade, il me semble aussi voir émerger un thème romantique s'il en est, celui du voyageur solitaire.
une sorte de voyage d'hiver, Winterreise, dirait Schubert. Et je voulais vous poser la question, est-ce que c'est pour vous peut-être une réinterprétation de cette thématique du voyage solitaire, du voyage un peu hivernal, de plus que l'allusion au paysage romantique, notamment de l'anglais Turner, est aussi assez évidente quand on voit vos peintures. Et donc, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est en relation avec ce voyage un peu initiatique? Oui, oui, je crois que c'est ça, c'est la solitude de l'artiste. Il est seul devant sa toile ou devant sa page blanche. C'est effectivement ce questionnement-là. Bon, en recherche de la lumière, mais la lumière symbolique ou la lumière effective que j'essaye de mettre dans mes toiles, puisque la lumière, ça reste quand même un des sujets récurrents dans tout mon travail. Donc effectivement, c'est le nomadisme physique et intérieur que j'ai essayé de raconter. Donc voilà, vous évoquez la lumière. Dans ces toiles, la lumière, je la vois comme une source, quelque chose qui est comme ça au fond, indistinct, mais on sent qu'il y a quelque chose qui attire. Ouais, c'est peut-être ça qu'on cherche, ou que je cherche en permanence. Hein. La lumière, je ne vais pas dire la lumière suprême, la lumière céleste ou la lumière métaphysique, mais bon, je pense que c'est mon travail que de chercher la lumière dans la peinture, dans l'écriture, quand j'écris des textes. Donc, cette lumière qui fait que on s'interroge sur ce qu'elle est réellement. Mais je ne pense pas que j'y répondrai un jour. La lumière qui fait ressentir les couleurs aussi. Oui, 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 bien sûr. Hein, lorsqu'on parle de lumière dans la peinture, c'est effectivement cette association. C'est pour ça que je me suis plus ou moins imposé l'utilisation uniquement des couleurs primaires pour cette recomposition en quelque sorte de la lumière, sachant que les primaires de la peinture ne sont pas les primaires de la lumière artificielle. Donc il y a toujours ce croisement puisque la peinture est éclairée par de la lumière. Donc c'est ce mélange des deux recompositions, je dirais, qui fait que je suis toujours en recherche d'une lumière qui m'est propre. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois Van Gogh, et c'est vrai que quand on voit le Van Gogh en Hollande et quand il arrive à Arles, on voit la lumière lui a fait un effet quand même assez intense. Est-ce que c'est quelque chose, quand on habite à Arles, qui est naturel Oui, c'est évidemment, mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ça c'est écrit, dit et redit. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de mettre en lumière dans des expositions pas mal de toiles de Van Gogh, et je trouve que dans sa période hollandaise, il y a aussi une sacrée lumière, sacrée dans les deux sens. Donc, même dans l'ombre, ben, comme on dit, c'est dans l'ombre qu'on a le plus besoin de lumière, ce que j'ai écrit dans un de mes livres d'ailleurs. Et, voilà, donc je sais qu'effectivement à Arles, il y a beaucoup de lumière solaire, mais c'est celle c'est celle que Van Gogh qui a ébloui Van Gogh, mais il avait déjà sa lumière intérieure, à mon avis, celle que j'ai pu ressentir chaque fois que j'ai mis un projecteur sur son tableau. Pour vous, ça a fait qu'accroître finalement ce qu'il avait déjà. Voilà, bon, on dit qu'il a eu la révélation en venant à Arles. Moi, je ne suis pas sûr. Donc maintenant, ça faisait partie de son parcours de vie et le hasard qui a fait qu'il est. C'est pas le hasard, puisqu'apparemment il était sur les traces de Monticelli et qui lui a aussi fait une peinture sacrément lumineuse, mais il avait cette lumière en lui, quoi. En tant qu'artiste peintre, c'est quelque chose, une recherche finalement, la lumière. Ah ouais, c'est permanent, c'est surtout la recherche de pas se reproduire. En tout cas, c'est la mienne.
je déteste me reproduire. À chaque livre pour enfants, j'emploie des techniques différentes. Le nomadisme, c'est aussi ça, c'est aussi aller vers ce qu'on ne connaît pas. Alors, pour revenir aux toiles nomades, il y a un personnage comme ça qui revient sur chaque toile. Et il me paraît ce personnage comme fissurer la toile. Je trouve qu'il capte tout à fait notre attention. Il entre un peu en effraction sur la toile, sur l'abstraction de la toile. Il donne vie à la toile à travers vraiment une petite ombre, un petit personnage comme ça. Et quel est le rôle que vous avez voulu signifier à ce personnage? C'est l'humanité. L'humain dans cet amalgame d'or, déjà, et d'or qui n'est pas l'or de la lumière pour moi, puisque la lumière, je la figurerais plutôt en blanc. Et ce personnage, c'est aussi peut-être un guide dans mon univers. Mais c'est aussi celui qui peut être complètement perdu. C'est pour ça que je l'ai figuré parfois en tout petit, parfois un peu plus grand. Il y a cette notion d'infiniment grand et d'infiniment petit aussi. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je lirai ce que j'ai fait. Alors, je sais parce que vous me l'avez dit, vous aimez comme ça croquer, vous avez votre carnet, et ça fait partie de votre travail aussi, finalement, en permanence être à l'affût de scènes, de choses du quotidien. Surtout en voyage. En voyage. En voyage, j'ai toujours le même carnet, le même... Et je fais des instantanés. C'est des dessins en 10 secondes que j'appelle mes polaroïdes. Et ensuite, je vais parfois les colorer, parfois les laisser tels qu'ils sont. Mais donc, essayer de retrouver une mémoire de la couleur, ou pas du tout, ou réagir simplement à l'image que j'ai posée comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est vrai, d'un exercice pas quotidien, puisque je voyage pas tout le temps, si ce n'est dans ma tête. Et, voilà. Alors justement, pour revenir au voyage et au nomadisme, qui est le titre de l'exposition, peut-être une question que je voudrais vous poser à tous les deux. Est-ce que pour vous, un artiste est toujours nomade? Est-ce qu'il est toujours à chercher finalement sans attache? Pour moi, c'est oui, parce que chaque fois quand je reçois le texte, inspiration est différente, comme je change chaque fois la technique, et c'est toujours aussi de plaisir de chercher différentes choses. Ça bouge comme ça, comme nomade. C'est vraiment comme un voyage pour la création, pour moi. Oui, moi je rejoins tout à fait Chiaki. On est toujours nomade. Toujours nomade. Ah oui. Et il vaut mieux. Et pourquoi il vaut mieux? Parce que je pense que sinon ça serait terminé, que le parcours, l'aventure artistique serait terminée. L'idée, c'est de rester toujours en essor. Voilà, et prendre à la rencontre avec un trait mal posé ou un papier déchiré ou une personne qui a fait quelque chose qui vous intéresse. Je crois que c'est avoir cette spontanéité, cette ouverture surtout vers les outils, vers les couleurs, vers la lumière, vers l'autre, et ce qui justifie l'origine du projet à travers ce qui justifie l'altérité. C'est ça qui moi, m'a formé, continue à me former, ce sont les rencontres. Il était improbable pour moi qu'il y a 10 ans, 15 ans, je rencontre Chiaki à Tokyo ou Kiyo aux Émirats arabes avec un Iranien. Tout ça se concrétise par des livres, par des peintures, par peut-être je ne sais pas quoi plus tard, de la musique. J'aimerais bien un jour me mettre à la musique. C'est un peu tard peut-être.
Sauf Mais justement, puisqu'on parle, je pense que dans ce projet collectif, en creux, c'est aussi une histoire d'amitié. Et je voudrais vous entendre sur cette question, qu'est-ce que l'amitié entre artistes? Qui peut être une forme d'amitié tout à fait quand même singulière, puisque ce qui vous réunit, c'est votre pratique de l'art, et tout le monde ne pratique pas une forme d'art. je dirais d'abord, c'est le respect. Le respect de l'être et du travail artistique. Ça, c'est pour moi, ça, je définirais comme ça l'amitié entre artistes. Oui. Quelle que soit la discipline. Et pour moi, c'est le plaisir d'échanger ce qu'on a chacun. On est quand même différents, un univers, tout ça, mais quand même, par exemple, le livre, on peut quand même échanger de différentes choses et pour arriver au même point. C'est l'exemple du mariage de Renard qui est un projet de Chiaki sur lequel j'ai écrit, où on a beaucoup échangé, que ce soit sur les images ou le texte. Et, sur quels critères vous avez sélectionné les œuvres? Parce que je sais que la série Nomade, elle est assez grande, mais pareil pour le livre, il y a eu quand même plusieurs dessins. Et donc, c'est quels critères? Pourquoi vous avez choisi ces illustrations ou ces peintures plus que d'autres? Pour cette expo? Oui, pour cette expo. C'est parce que quand même, quand Eric m'a proposé de l'exposer collectif, je crois que c'était ce moment-là que j'étais en train de réaliser le livre de mariage de Renard. Et voilà, je me suis dit c'est le bon moment de présenter. Voilà, après, c'était les échanges pour ce qui est de Kyo et Greta. Bon, c'est elles qui ont choisi. Il y a effectivement des références à des travaux en commun. Les kakémonos qui sont en rez-de-chaussée présentent ça, les travaux en commun. C'est comme ça que j'ai conçu l'expo, les travaux en commun d'abord et ensuite les travaux individuels à l'étage. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Et ce que je propose maintenant... Merci à vous aussi.